pour cette session éco qui parle sur la biosécurité, dans laquelle on a un expert qui est reconnu au niveau national et un présentateur de cas au niveau du CHR de Thiès. Donc, on va essayer de commencer. Aujourd'hui, c'est le 5 janvier 2026. Donc, comme si thème d'aujourd'hui, c'est le suivi des installations de biosécurité au niveau du laboratoire biologie médicale du centre hospitalier régional de Thiès. Et comme facilitateur, moi-même, celui qui est pharmacien biologiste au niveau du laboratoire national de référence, avec le coordinateur de ce projet ECO au niveau du labo national de référence VIH au niveau du Sénégal, c'est le professeur Alimatou Diop Ndiaye, qui est le point focal ECO Labo Bonne Pratique. Et comme présentateur de cas, nous avons le docteur Amadi Si, qui est PhD, parasitologue et responsable de l'unité microbiologie au niveau du laboratoire biologie médicale du centre hospitalier régional de Thiès. Et comme expert aujourd'hui, on a le grand expert, M. Sade Diallo, qui est ingénieur qualité et biomédical, et qui est aussi auditeur ISO de la norme ISO 1589. Et il est aussi expert certifié IFBA de biosécurité et biosécurité. C'est bon. Donc, on va essayer de suivre cet agenda. Donc, pour faire une petite introduction de notre présentateur de cas et en même temps de l'expert du jour. Revenir sur le présentateur de cas en lui demandant de faire sa présentation de cas après suivi des échanges sur cette présentation de cas. Ensuite, on va introduire l'expert qui va faire sa présentation didactique et il sera suivi avec des échanges sur sa présentation si vous avez des questions à lui poser avant de clôturer cette session aujourd'hui. Maintenant, il y a certaines actions qui sont très importantes qu'on nous demande à toute la communauté de respecter. C'est d'abord de fermer votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Et ensuite, on vous demande solennellement de garder votre vidéo allumée tout au long de la session et de positionner votre caméra correctement avec un éclairage qui est très adéquat. Nous vous demandons aussi, lorsque vous avez demandé, lorsqu'on vous demande de vous présenter, là, on vous demande d'activer votre micro, de dire votre nom, votre prénom, le nom de votre organisation et de votre lieu de travail. Et lorsque vous avez la parole aussi, là, on vous demande de garder votre téléphone en mode silencieux pour ne pas perturber et aussi d'assurer d'avoir un débit Internet suffisant. Et pour les questions, on nous demande aussi de lever la main physiquement ou bien utiliser les fonctions de lever de la main de Zoom. Donc, d'autres actions très importantes que nous demandons aussi à la communauté pour un bon déroulement de cette session. Pour toute question ou des problèmes techniques concernant le Zoom, on vous demande de contacter le support informatique via le chat à notre IT qui est là, M. Mendel, Sedina, qui va gérer ces soucis. Et on vous demande aussi de saisir votre nom complet et le nom de votre organisation. Si vous pouvez aussi retrouver sur le groupe WhatsApp, poser là-bas aussi vos questions et aussi soyez informés que cette session est enregistrée. Et pour participer à cette session, il faut accepter d'être enregistré. Nous vous remercions de votre coopération, la chère communauté. Donc, ici, c'est le code QR pour rejoindre le groupe WhatsApp de École Labo Bonne Pratique. Donc, vous pouvez scanner cette code QR pour rejoindre cette groupe. Donc, merci beaucoup pour M. Seydina pour cette housekeeping. Donc, on va introduire Dr. Si Amadi. Monsieur Dr. Amadi, est-ce que vous êtes là? Monsieur Amadi, est-ce que vous nous recevez? Oui, 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 je vous reçois. 5 sur 5. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de passer à votre présentation? Ah oui. Ouais, merci beaucoup à la communauté ECO. Merci beaucoup, docteur Gay. Permettez-moi d'abord de faire la même chose que docteur Omar Diop. Remercier Sada, qui est aussi notre coach, qui nous accompagne depuis dans ce processus de qualité, depuis des années maintenant.
remercier en même temps notre chef de service, Dr Oumar Diop, pour tout ce qu'il est en train de faire en termes d'accompagnement sur le plan de la qualité dans le laboratoire. Moi, je suis Dr Amadissi, un PhD, microbiologiste, parasitologue, expert OMS pour la microscopie du paludisme, en même temps responsable de l'unité de microbiologie au niveau du laboratoire du centre hospitalier régional de Thiès. Merci beaucoup, docteur Amadi. Merci beaucoup, vraiment. Donc, nous avons de la chance de vous avoir ici comme présentateur de cas pour cette session éco. Donc, on va vous donner la parole pour que vous puissiez faire votre présentation de cas aujourd'hui. Donc, si vous pouvez partager votre écran. On a partagé l'écran. C'est bon. Sinon, vous essayez de la partager pour vous. C'est bon. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, vous avez la parole pour la présentation du cas d'aujourd'hui. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Docteur, vous me recevez? Oui, c'est bon. On vous reçoit. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, chère communauté ECHO. Merci encore une fois de nous avoir permis de partager avec vous un cas concernant le suivi des installations de sécurité au niveau du laboratoire du centre hospitalier régional de Thiès. Ce suivi concerne des audits, des évaluations des audits de biosécurité qui ont été réalisés au niveau du laboratoire du centre hospitalier régional de Thiès. Maintenant, pourquoi c'est important? On est dans un domaine du système de management de la qualité. C'est ce domaine-là qui est concerné. Ce cas renvoie surtout au niveau de la biosécurité. Et dans le domaine de la biosécurité, il y a plusieurs items qui seront impliqués, à savoir le suivi des actions correctives et préventives pour permettre une amélioration continue, la maîtrise des documents, une maîtrise aussi des enregistrements, l'audit et l'évaluation pour permettre le suivi de la performance pour puis mieux avoir des indicateurs qui pourront nous permettre de bien traiter ou bien maîtriser les risques après une évaluation de ces gestions de risques. Le cas que nous allons présenter, c'est un cas de nature, pas d'enregistrement de suivi de l'installation de biosécurité qui a été noté dans une évaluation comme écart de non-conformité lors d'une supervision qui a été réalisée au mois de mars 2025, le 27, par notre coach Sada. Et cela a été noté dans les unités techniques du laboratoire de biologie médicale. C'est bon. C'est bon. Ceci a été noté dans les unités techniques du laboratoire de biologie médicale dans un contexte de suivi des plans d'action post-audit de biosécurité par le Global Health Security Agenda avec l'appui du CDC. Alors, ce programme d'audit biosécurité a été enclenché depuis 2022 par des audits de biosécurité et de biosécurité dans le laboratoire avec le référentiel ECAMESH version 2017. Bien vrai que je sais que tout à l'heure, notre coach qualité notre coach SAD va revenir sur ces référentiels-là. Maintenant, en termes de biosécurité, il y a une autre norme, l'ISO 1590 qui est utilisée. Je pense que SAD va revenir là-dessus. Et les champs qui étaient impliqués par rapport à l'étude, c'était le chapitre 3 et le chapitre 10. Il s'agissait surtout d'une élaboration d'un plan d'action post-d'audit, le suivi régulier de ces écarts-là et faire le coaching, le visite, le mentorat et le suivi des plans d'action post-audit. Et cette supervision a été faite au mois de mars 2025. Et on avait noté surtout l'absence ou une insuffisance de suivi de certaines installations de sécurité qui n'étaient pas disponibles, ou bien si c'était disponible, c'était non fonctionnel, ou bien c'était insuffisant. Lors de la supervision, nous avons noté qu'il y avait des installations de sécurité qui existaient, à savoir les alarmes incendie,
les extincteurs, les boîtes de sécurité, les kits de diversion, les douches d'urgence, les kits de rinçage des yeux, les robinets pédales et le PSL. Et il y avait des éléments qui n'étaient pas disponibles, à savoir les paillasses en verre, les tapis sol antidérapants, les niches extincteurs gaz butane et les autoclaves pour les produits SAP. Il faut noter ici qu'il n'y avait pas de traçabilité par rapport à l'inspection des installations. Par rapport aux équipements qui existent dans le laboratoire, il faut noter que nous avions été accompagnés par le programme avec la dotation des alarmes incendie, des boîtes de sécurité, les kits de diversion et les kits de rince-œil. Donc, pour les alarmes incendie, certaines alarmes incendie qui étaient dans les locaux du laboratoire étaient non fonctionnelles. Nous avons trouvé aussi des alarmes qui étaient déconnectées. C'était déconnecté par le fait qu'il y avait des répétitions de sonneries persistantes qui créaient des pollutions sonores chez les travailleurs, raison pour laquelle on les avait déconnectés. Mais cette sonnerie persistante était peut-être liée à la chaleur. C'était une possibilité qu'on avait énumérée, ou bien la localisation parce qu'ils étaient trop proches de la toiture. Mais lors de la supervision, on a vu que c'était beaucoup plus lié à la poussière, la présence des poussières, parce que ce n'était pas bien entretenu. Nous avions aussi des inspecteurs au niveau du laboratoire, mais ce qu'il faut noter ici, c'était certes fonctionnel, mais le date de péremption était proche. Nous avons aussi des postes de sécurité microbiologique qui étaient fonctionnels et certifiés. Entre autres, il y avait la présence des robinets à pédales fonctionnels, douches d'urgence fonctionnelles, les boîtes de sécurité qui étaient présentes dans les locaux techniques, mais il y avait des éléments qui manquaient. Il fallait à chaque fois voir certains éléments qui manquaient et à chaque fois renouveler ces éléments-là dans les boîtes de sécurité. Et pour les kits de diversion aussi, c'était complet, mais on nous avait demandé de les renforcer. Voilà en image ce que je vais énumérer tout à l'heure comme éléments qui existaient dans le laboratoire, comme les robinets à pédales à votre gauche. De la gauche vers la droite, nous avons à haut les kits de c'est bon, ok, c'est bon, oui. Nous avons les kits de diversion, les alarmes incendie et les rince-œil à côté. Donc, comme action entreprise après ces audits-là, il s'agissait de faire une documentation pour les enregistrements des écarts, partager le rapport de l'audit et désigner des personnes qui sont responsables de cette inspection-là. Parce que nous avons noté surtout qu'il n'y avait pas de suivi des rapports post-audit. Et rédiger les procédures des inspections, à savoir comment, le comment, qui, quand, et faire le suivi de ces audits. Donc, comme action entreprise aussi, nous avons élaboré des documents d'enregistrement pour l'inspection, sensibiliser le personnel, parce qu'il faut savoir que tout le temps, le personnel du laboratoire bouge, il y a des changements au niveau du personnel du laboratoire, et à chaque fois, on doit veiller à ce que le personnel qui travaille dans les locaux techniques, le personnel qui travaille dans le laboratoire puisse être formé en termes de biosécurité et de biosécurité, faire des programmes programmer des inspections et des installations, exploiter les registres des enregistrements pour mieux faire ressortir les écarts afin de les corriger, réparer les installations défectueuses et programmer la révision de ces installations-là. Et comme difficulté rencontrée par rapport à tout ce que nous venons d'énumérer, c'est le charge de travail élevé ou le charge de travail élevé d'abord, parce que quand on parle de charge de travail élevé, c'est corrélé avec les déficits en ressources humaines, comme beaucoup de laboratoires maintenant dans notre pays. L'autre difficulté, c'est l'implication du personnel. Nous avons noté que ce n'est pas tout le personnel du laboratoire qui est impliqué dans cette démarche qualité-là, mais avec le management, le top management dirigé par le Dr Oumar Diop et notre responsable qualité, on est en train de travailler là-dessus pour qu'il y ait plus de personnes impliquées dans cette démarche. Et l'autre difficulté, c'est la rotation, je l'ai dit tantôt, le personnel qui tourne, le personnel qui change de service en service,
ou bien qui quittent l'hôpital pour aller dans d'autres services. Ce que nous avait même valu le fait que notre responsable de biosécurité n'était plus dans le laboratoire, ce qui avait créé un dysfonctionnement quand même notoire. L'autre difficulté, c'est l'implication de la direction de l'hôpital. Essayer de travailler davantage avec eux pour qu'il y ait davantage d'implication pour le renouvellement et la révision des installations et appuyer le laboratoire en termes de ressources financières pour pouvoir avoir certains éléments. Et nous, en dernier, nous avons une dépendance aux partenaires. Hein. Nous dépendons beaucoup des partenaires pour avoir certaines installations au niveau interne. Et en perspective, nous voulons quand même former le personnel et faire un programme de formation qui est régulier pour qu'il y ait plus de personnel formé dans le laboratoire, sensibiliser la direction et le niveau central, doter le laboratoire des installations manquantes et programmer un audit de biosécurité et continuer le programme d'appui. Avant de terminer, permettez-moi de remercier l'ECHO de nous avoir donné cette possibilité de partager avec vous ce cas concernant la biosécurité. Remercier en même temps le personnel du laboratoire qui nous ont permis d'élaborer ou bien de finaliser cette présentation. Je veux citer en premier lieu notre chef de service, le Dr Oumar Diop. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Si. Merci beaucoup vraiment pour la présentation du cas que vous nous avez fait aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé du cas d'aujourd'hui que vous nous avez présenté. Donc, notre cas d'aujourd'hui, ça concerne le système de management de qualité, et plus précisément la biosécurité, le domaine de la biosécurité. Donc, au niveau de votre laboratoire, de biosécurité et de biosécurité a été effectué depuis mars 2022. Et un plan d'action post-audit a été élaboré et les écarts ont été bien notés et suivis régulièrement. Maintenant, en mars 2025, une supervision coaching est réalisée au niveau de votre laboratoire pour voir l'état d'exécution de ce plan d'action. Lors de cette supervision, vous avez dit que vous avez noté une absence ou une insuffisance de suivi de certaines installations de sécurité, un manque de traçabilité d'inspection et d'installation. Certains équipements sont fonctionnels, comme les extincteurs, les postes de sécurité microbiologiques, les robinets à pédales, comme vous avez montré les images, les douches d'urgence et les kits de déversement, etc. Mais par contre, il y a d'autres équipements qui ne sont pas du tout fonctionnels, comme les alarmes, incendies, etc. Mais, certaines actions ont été mises en œuvre pour essayer de corriger ces écarts, c'est-à-dire de bien documenter et enregistrer les écarts qui ont été notés. Ensuite, vous avez partagé le rapport de cette supervision coaching. Vous avez désigné des personnes responsables pour les inspections. Vous avez aussi rédigé certaines procédures d'inspection. Vous avez aussi élaboré des documents d'enregistrement et d'inspection et sensibilisé le personnel. Il y avait aussi un programme d'inspection qui a été mis en place, d'inspection et d'installation. Vous avez exploité les enregistrements, réparé les installations défectueuses et faire un programme de révision des installations. Mais par contre, certaines difficultés ont été rencontrées, à savoir la charge de travail élevée ou le déficit en ressources humaines, le manque d'implication du personnel, le fait que le personnel bouge, la rotation du personnel aussi, ça a posé des difficultés au niveau de votre service. Le manque d'implication de la direction de l'hôpital pour le renouvellement et la révision des installations, ce qui est capital pour un bon fonctionnement du laboratoire, et la dépendance aux partenaires techniques financiers, ça aussi il faut poser certains problèmes. Mais par contre, vous avez envisagé de faire aussi quelques perspectives pour au moins essayer de combler ces gaps qui ont été notés lors de cette activité de supervision coaching. Vous avez envisagé de former le personnel, sensibiliser la direction et le niveau central, doter le laboratoire des installations manquantes, d'établir un programme d'audit de biosécurité et de continuer le programme d'appui. Donc, je pense que c'était ça le cas. Est-ce que j'ai bien résumé votre cas? Dr. Amadi? Oui, très bien résumé. Merci beaucoup.
Donc, on va tourner au niveau vers la communauté pour s'il y a des questions qui seront posées à notre présentateur de cas ici présent, Dr. Amadissi, concernant le cas d'aujourd'hui qui touche le domaine de la biosécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je prononce bien? Il y a monsieur ou madame Beck qui a levé la main. Papi, vous avez la parole. Donc, à ce niveau, je demande de poser des questions de clarification. Papi, vous avez la parole. Merci Papi? beaucoup. Merci beaucoup de la parole, ma collègue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous reçoit. Voilà, je suis Papi Tika. Je suis microbiologiste de nationalité congolaise, RD Congo. RD Congo. Voilà. J'aimerais d'abord féliciter le présentateur des cas, qui est si pertinent, un travail laborieux, mais qui a été quand même très bien fait. Mais un petit souci que j'ai, c'est de savoir, parce que si j'ai bien entendu, dans les difficultés rencontrées, les personnels n'étaient pas impliqués. Alors, il voulait faire impliquer le personnel de laboratoire dans cette démarche de qualité. Maintenant, je voulais un peu savoir, bon, pratiquement parlant, comment vont-ils faire pour arriver à faire impliquer le personnel de laboratoire dans cette démarche de la qualité, pratiquement parlant? Voilà, du moins, la seule préoccupation que j'avais. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Papi. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons passer la parole à monsieur Wapaba. Monsieur Wapa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Wapa. Merci pour cette présentation. Je vais, si l'autre, mon prédécesseur, s'attaquait au personnel, moi, je vais m'attaquer surtout à la direction. Parce que le problème, moi, je vous appelle de la Guinée-Conakry, voilà. C'est le même problème à peu près que nous avons. Regardez les difficultés que Dr. Si a relatées. C'est que je me demande pourquoi il y a manque d'implication de la direction, surtout en ce qui concerne la qualité, la biosécurité et la biosécurité. Puisque là, quand on parle de qualité, biosécurité, biosécurité, il y a les moyens. Il y a les moyens. Parce que même le manque du personnel ici, qui doit régler ça? C'est la direction. Parce que moi, je me dis, si les moyens sont là, le personnel sensibilisé, responsabilisé, je pense que ça ira mieux. Mais parce que c'est eux qui détiennent les finances, l'argent et tout. Le laboratoire, c'est quoi? Et puisque même que ça soit en Guinée, au Sénégal ou au Burkina ou au Mali, parmi les structures en matière de santé, le laboratoire arrive tous les services arrivent en première position en termes de recettes. Quand vous regardez le laboratoire, je ne sais pas, parce qu'on est à Thiès et autres, mais je sais que le labo, là-bas, les recettes essayent de couvrir parfaitement les dépenses du laboratoire et aller même au-delà dans les structures, aider la direction vers d'autres services, etc. Pourquoi la direction ne s'implique pas? Voici un peu. Je vais juste avoir des éléments de réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Wapa. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions de clarification que vous pouvez poser à notre présentateur de cas aujourd'hui? Je vois Mme Aminata Diaw de l'IRSF. Dayami, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Dr. Hussein. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez des questions de clarification. Merci beaucoup. Bon, je salue tout le monde. Je suis Aminata Diaw, je suis au niveau de l'IRSF. Et je fais aussi partie des formés de M. Saad Diallo. Donc, je voulais juste peut-être poser une question à Dr. Amadissi. Par rapport toujours à l'implication du personnel, je sais qu'à un moment donné, on a besoin de nommer un responsable qualité ou un responsable biosécurité.
Mais le problème souvent qu'on rencontre, c'est que le personnel demande en général le plus-value. Est-ce que après cette nomination, je vais avoir une prime, etc. Et je sais pas, c'est souvent le problème qui se pose pour la nomination d'un responsable qualité ou biosécurité. Est-ce qu'il a été confronté à ça et comment il a fait pour pallier à ce phénomène? Merci. Merci beaucoup, Madame Ami. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on va donner la parole à Dr. Si pour apporter des réponses? Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la communauté? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, Dr. Pauline, Madame est-ce que vous avez des questions à poser à notre présentateur de cas d'aujourd'hui? Oui, vous avez la parole. Déjà, il n'y a pas de questions. Donc, alors, vous avez la parole, vous pouvez poser la question. Bonjour à toute la communauté. Merci à Dr. Si pour cette belle présentation. Je pense que par rapport à la biosécurité, il faut que le personnel soit déjà impliqué. Mais pour être impliqué, il faut savoir c'est quoi la biosécurité. Donc, ma question va dans ce sens. Est-ce que votre personnel a été formé en biosécurité? Y a-t-il eu des séances d'information, de sensibilisation par rapport à la biosécurité? Merci. Merci beaucoup, Madame Aïssatou-Ba, pour votre intervention vraiment très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Professeur Seynabou, est-ce que vous avez des questions sur ce cas? Bonjour tout le monde. Merci, Dr. Ousseynou. Je pensais que tu ne m'avais pas vu. Alors, je suis vraiment ravie d'écouter la présentation du cas qui parle d'un problème qui est récurrent dans nos labos. Et voilà, nous tous, en tant que responsables de labo, on souffre de cette problématique. Parce que, comme on l'a dit, c'est difficile hein, parce que l'administration, parfois, ne suit pas. Mais bon, je parle en tant que, en fait, quand on est au niveau du labo, on pointe du doigt l'administration. Mais quand on est responsable de structure, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas facile et que voilà, on doit avoir l'accompagnement plutôt des autorités du ministère ou bien des directions qui sont chargées de coacher les laboratoires parce que parfois il y a des structures qui n'ont même pas de budget hein, donc tout ce que l'on gère, c'est la routine. Et les questions de biosécurité, c'est des questions auxquelles il faut avoir tout le matériel nécessaire, c'est de la documentation, mais également, comme l'a souligné Ndeye Aminata, les personnes qui s'investissent également, elles ont besoin quand même d'être distinguées ou bien en tout cas de toucher à une prime. Donc, juste pour dire que c'est un problème réel qui est là et voilà, les responsabilités sont partagées. Donc, c'est une politique d'abord qui doit venir de l'autorité nationale et des directions, en fait, de l'autorité nationale, oui, des administrateurs des hôpitaux et des labos et du personnel du labo. Donc, tout le monde a son mot à dire et c'est un engagement collectif. La qualité n'est pas l'affaire d'un petit groupe ou bien du responsable de qualité parce que la biosécurité également intervient dans la qualité. Et il y va de notre intérêt parce que c'est notre sécurité qui est mise en jeu et la sécurité des personnes qui fréquentent nos structures. Voilà, merci, docteur Ousseynou, et merci à tout le monde. Votre micro, docteur. Merci beaucoup, professeur Seynabou. Merci beaucoup vraiment de votre intervention. Donc, à ce niveau, je demande à la communauté de poser des questions de clarification. Donc, je vois la main du professeur Alimatou Diop qui est levée. Professeur, vous avez la parole. Bonjour à toute la communauté. Merci beaucoup, docteur Ousseynou. Je me demande si ma main n'est pas prématurée, parce que si j'ai bien compris, vous en êtes au stade des questions de clarification. Je voudrais tout d'abord remercier le présentateur de cas pour cette très belle présentation qui montre un peu la situation du laboratoire du CHR de Thiès. Je voudrais en profiter aussi pour saluer le leadership de Dr Omar Diop, parce que comme pour aller dans le sens
professeur Seynabou. On n'a pas souvent beaucoup de moyens, mais le leadership des biologistes, c'est lui qui doit amener les autorités de la structure hospitalière à les accompagner. Docteur Oumar n'a pas attendu que les partenaires viennent. Il avait déjà commencé à mettre en place quelque chose. Quand on parle de biosécurité, il y a beaucoup de choses, les équipements de protection individuelle, les extincteurs, les trousses d'urgence. Tous ces éléments-là sont vraiment très importants. Et je voulais demander à notre présentateur de cas, dans la pratique, comment est-ce que euh, tout ceci a été mis en place? Parce que je sais que vous êtes accompagné, mais avant que l'accompagnement ne se fasse, vous aviez déjà commencé quelque chose. Comment est-ce que vous avez réussi vraiment à la mise en place de ces éléments de biosécurité au niveau de votre structure? Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour votre intervention. S'il n'y a pas d'autres mains qui est levée, nous allons passer la parole à notre présentateur de cas de revenir apporter des réponses aux questions qui lui ont posées. Monsieur Si, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu à intervenir par rapport à la présentation. Cela montre l'intérêt que ce sujet a sur le plan de la sécurité de la sécurité et de la sûreté de ceux qui travaillent dans les laboratoires. Donc, je vais essayer de répondre. Hein. J'ai mes professeurs que je n'avais pas vus depuis le début, Seynabou et le professeur Alimatou. Ça sera un peu difficile s'il n'y avait pas ces deux-là. Hein. Je vais essayer de résumer un peu, d'être le plus bref possible par rapport à ça. Merci quand même. Par rapport à la question posée par Papi Chika de la RD Congo, à savoir les difficultés rencontrées, comment faire pour impliquer le personnel dans la biosécurité et la biosécurité. C'est les impliquer davantage, hein, faire des formations, impliquer le personnel d'abord, parce que quelqu'un qui n'est pas formé par rapport à quelque chose, ou bien qui n'a pas des notions par rapport à quelque chose, c'est logique, fort probable qu'il ne soit pas impliqué dans cela. Raison pour laquelle on parle souvent de formation. Si on les forme, on les montre comment ces notions de biosécurité participent à leur sécurité dans le laboratoire. Cela pourra permettre davantage une implication de tout le monde par rapport à ce sujet. Donc, comment faire pour impliquer le personnel, c'est continuer la formation, continuer la communication par rapport à cette question-là, faire tout pour que chaque personne qui entre dans le laboratoire puisse avoir une formation de base par rapport à la sécurité d'abord. Ce n'est pas pour rien qu'on nous demande souvent, au-delà même du laboratoire, au niveau des hôpitaux, on nous demande souvent de faire des audits des risques. Hein, l'administration va limiter l'audit des risques, surtout sur les risques sur le plan financier, mais au-delà des risques sur le plan financier, il y a d'autres risques qui impliquent ceux qui sont dans les soins. Et le laboratoire est un milieu où ces risques-là peuvent être évalués et on peut faire la cartographie et les présenter dans les instances. Donc, pour impliquer le personnel en tant que tel, premièrement, c'est la formation. Donc, pour l'autre question, pour Wapaba de la Guinée-Conakry, qui se posait la question à savoir pourquoi l'administration, pourquoi les directions ne sont pas impliquées. Peut-être on n'a pas, je ne dirais pas que la direction n'est pas impliquée par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce qu'à chaque fois qu'on ait des propositions, des plans d'action à faire, des formations à dérouler, on en parle avec l'administration. Maintenant, comme vous le savez, dans beaucoup de structures hospitalières, ce n'est pas seulement le laboratoire en tant que service qui est là-bas. Eux, ils gèrent beaucoup de choses à la fois. Des fois, ils peuvent parler de problèmes de budget, etc., etc. Ce n'est pas facile quand même, mais on est en train de faire beaucoup de choses par rapport à cela, impliquer l'administration et leur montrer
en termes de biosécurité et de biosécurité, qu'est-ce que cela pourrait apporter davantage pour le laboratoire, parce qu'on est dans l'ère de l'accréditation et on ne peut pas parler d'accréditation, on ne peut pas parler de certification par rapport à certains processus sans pour autant respecter ces normes-là. Donc, pour l'implication de la direction, il va falloir faire une communication davantage par rapport à cela. Donc, pour Mme Ndeye Aminata Diaw, qui parle de la personne qui est nommée au poste, est-ce qu'il y a un plus-value par rapport à cela? Dans notre laboratoire, ceux qui ont des plus-values par rapport à des postes de responsabilité, il n'y a que le major. Le major, à la limite, le chef de service. Mais pour les autres, la qualité dans le laboratoire, c'est une question certes centrale, mais qui est du ressort du bénévolat, si on peut le dire comme ça, parce que ceux qui sont nommés en tant que responsables dans certains processus, ils n'ont pas un plus-value par rapport à cela. Ils le font parce qu'ils ont déjà fait la formation et ils aiment vraiment accompagner dans les processus, etc., etc. Peut-être si on avait pensé à ces plus-values-là, peut-être l'implication serait davantage renforcée. Mais les personnes qui sont nommées dans les postes ne sont pas des gens à qui on prévoit de donner des plus-values. Pour l'instant, dans notre laboratoire, peut-être je vais essayer de tenser un peu le docteur Diop pour lui demander après de faire le plaidoyer au niveau de la direction pour que les différentes responsables des processus puissent avoir cela. Mais dans notre laboratoire, ce n'est pas le cas. Madame Adjaratou Aïssatouba, pour la formation en biosécurité. La formation en biosécurité, on avait déjà commencé ce processus de formation depuis, si je ne me trompe, depuis 2022. Cette formation-là, même avant 2022, on avait commencé à faire des formations. Ce qu'on faisait, c'est que chaque quinzaine, on faisait des parties liées à la qualité, que ce soit la biosécurité ou autre item, qu'on discutait ensemble. Mais pour cette formation-là, ce n'est pas une formation qui est budgétisée, où on a l'accompagnement de la direction. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est même le personnel du laboratoire qui, par des cotisations, prépare quelque chose et on fait des présentations. On choisit des personnes pour venir faire des présentations pointues par rapport à des thèmes liés à la qualité au niveau du laboratoire. Et pour la biosécurité, on avait fait pratiquement 3 ou 4 formations par rapport à cela au niveau du laboratoire pour permettre cette mise à niveau-là par rapport à tous les personnels qui sont dans le laboratoire. Et en général, on le faisait par quinzaine, maximum par mois, pour former tout le monde par rapport à cette question-là, pour les sensibiliser davantage par rapport aux risques. Professeur Seynabou, merci pour la contribution. Je ne sais pas si je dois répondre en tant qu'administrateur, sorti du laboratoire, ou bien, je ne sais pas exactement, parce qu'elle a posé une question, elle a posé une question, ou bien une contribution même, ce n'est pas une question, mais c'est une contribution qui est centrale. Dans ce domaine, quand on parle de biosécurité, nous savons tous qu'avec la réforme hospitalière, il y a le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, qui est un comité qui doit faire un travail extraordinaire dans les structures de soins, et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait du tout. Il y a beaucoup de structures où ce comité-là n'existe pas, et pour certaines structures où il y a ces comités-là, le comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, même l'aspect biosécurité est inclus parmi les prérogatives, et ces comités-là, ils ne marchent pas comme ils devraient marcher. Et ça, c'est le leadership de l'administration. Ce n'est pas le personnel de laboratoire qui va faire fonctionner ces comités-là, mais c'est le leadership de l'administration. L'administration, il voit ces comités-là, il voit ces problèmes de sécurité-là, ces problèmes de risque-là. Comment l'administration voit ça? Donc, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas seulement l'administration, il y a les ministères, il y a les partenaires, etc., qui doivent nous accompagner, mais l'administration aussi doit faire davantage par rapport à cette question. Pour le professeur Alemato, merci beaucoup. Vous aussi, parce que le professeur Seynabou, elle faisait partie des gens que j'admirais de très, 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 très loin en étant étudiant, raison pour laquelle, et même professeur Alimato aussi, je vous remercie.
tout ce que vous avez dit sur Dr Diop, on peut vous le renvoyer, hein, parce que vous êtes là depuis le début, vous accompagnez le laboratoire dans ce sens. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Et je ne sais pas comment faire pour votre réponse. Je vais le transférer à Dr Diop pour votre question. Et peut-être il sera en mesure de vous répondre par rapport à vos préoccupations concernant l'administration, l'accompagnement, etc. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Amadi. Merci beaucoup pour les réponses apportées aux questions posées. Donc, on va demander à notre expert est-ce qu'il y a des questions de clarification à poser à notre présentateur de cas. Je rappelle notre expert, M. Stade Diallo. Donc, M. vous avez la parole pour les questions de clarification. Merci, docteur Ousseynou. Bonjour la communauté. Donc, j'ai 3 questions à poser à Dr. Si. Donc, c'était par rapport à l'engagement de la direction. Je pense qu'il y a une question par rapport à cela. Est-ce que, comme vous êtes un labo très avancé par rapport au management de la qualité, est-ce que vous avez fait des revues de direction? Parce que la revue de direction, ça vous permet de poser ces dysfonctionnements au niveau du laboratoire concernant la biosécurité et la biosécurité. Par rapport à ce même point, par rapport toujours à l'engagement de la direction, vous en avez parlé, hein, il y a le comité d'hygiène et de sécurité qui est présidé par normalement le directeur de l'hôpital, qui doit être mis en place. Est-ce qu'au niveau de Thiès, au niveau de l'hôpital régional de Thiès, est-ce que le comité d'hygiène et de sécurité fonctionne? Parce qu'au niveau de la réglementation, c'est une obligation pour des structures qui ont plus de 50 personnes d'avoir un comité d'hygiène et de sécurité. Ma deuxième question, c'est par rapport à la formation du personnel. Vous l'avez dit, hein, c'est pour vraiment motiver le personnel, il faudra les former. Mais par rapport à cette formation, c'est que vous avez eu à mettre en place un manuel de biosécurité. Est-ce que vous avez eu à former l'ensemble du personnel sur ce manuel de biosécurité? Et enfin, ma troisième question concerne l'évaluation des risques. Vous en avez parlé. Est-ce que vous l'avez fait pour la biosécurité et la biosécurité? Et il y a un dernier élément, c'est une contribution, c'est par rapport au... Oui. Question de clarification. Il y a le kit de déversement. Je pense que le kit de diversion, je pense que c'est plutôt le kit de déversement. Voilà. Donc, je vous remercie par rapport à cette présentation, hein, parce que la biosécurité et la biosécurité posent vraiment problème dans nos structures. Et vraiment, je vous remercie par rapport à l'engagement de tout le labo, du CHR de Thiès, et aussi au leadership de Dr. Oumar. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup pour votre intervention et les questions de clarification posées à Dr. Amadi. Dr. Amadi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous avez la parole pour apporter des éléments de réponse aux questions posées à notre expert du jour. Ok. Ça va pas être facile, non? Ça ne va pas être facile parce que c'est notre coach. C'est le coach qui a posé des questions à ses élèves. Exactement. Donc, merci beaucoup, Sada, pour tout ce qu'il est en train de faire pour le laboratoire de Thiès, parce que depuis des années maintenant, il nous accompagne par rapport à beaucoup de sujets qui touchent la qualité d'une manière générale dans le laboratoire. Maintenant, par rapport à l'engagement de la direction, pour les revues de direction, on fait des revues de direction. Mais le problème avec les revues de direction, c'est qu'après les revues de direction, on ne sent pas l'implication de la direction en tant que telle. Parce que peut-être... même pendant les revues de direction, des fois, c'est très difficile d'avoir un représentant de l'administration au niveau des revues de direction. Alors ça, c'est un réel problème. Donc, les revues, on fait tout pour que l'administration soit impliquée, pour qu'on puisse parler le même langage par rapport à certaines questions,
Mais des fois, c'est très difficile. On fait des revues de direction, mais c'est très difficile par rapport à la direction. Donc, on va continuer davantage, hein, on va continuer davantage parce que s'ils savent que ce que le laboratoire peut accompagner en termes d'impact, hein, sur le plan financier et dans d'autres, sur d'autres plans, peut-être ils vont changer de fusil d'épaule. Pour le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, comme vous le savez, c'est obligatoire de les installer dans les structures. Et même nous qui travaillons au niveau hospitalier, avec la réforme hospitalière de 98 qui a été révisée en 2000, la réforme révisée en 2015, avait institué obligatoirement, au même titre que le CTE, le comité technique d'établissement, au même titre que le CTE, il y avait les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Mais la réalité, pour l'hôpital régional de Thiès, à chaque fois, vous demandez, on te dit que oui, c'est mis en place, mais tu ne vois pas, puisque c'est une commission qui est très claire. C'est le directeur qui est le président et les membres sont bien désignés. Mais il n'y a pas de rencontre. Ce comité-là est en veilleuse depuis très longtemps, parce que moi, personnellement, depuis 2017, j'en parle avec l'administration, mais à ma connaissance, je ne connais pas de réunion de ce comité-là au niveau de l'hôpital. Et même pour les rapports de gestion de l'hôpital régional, ce comité-là n'est pas pris en compte. Jusqu'à présent, l'installation n'est pas encore faite. Et ça, on doit indexer pas l'hôpital régional, mais l'inspection du travail qui a le droit, même au vu des textes, de dissoudre ce comité-là et d'en créer un autre. Parce que le comité-là qui doit se réunir 2 fois par an, si durant une année, 2 ans, ce comité-là ne se réunit pas, l'inspection du travail a le devoir, les prérogatives de les dissoudre et de former un autre comité qui fonctionne et voir les dysfonctionnements par rapport à cela. Au niveau de l'hôpital, ce comité-là n'est pas fonctionnel. Pour la formation du personnel par rapport au manuel de biosécurité, ce n'est pas tout le personnel qui est formé. Ce n'est pas tout le personnel qui est formé. Il y a une partie qui est formée, il y a une partie qui n'est pas encore formée par rapport à notre manuel de biosécurité. Et là aussi, l'importance de ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire des formations périodiques continues pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Par rapport à l'évaluation des risques, on est en train de travailler par rapport à cela. Depuis la formation que vous nous avez fait ici au niveau de l'hôpital, on est en train de travailler. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait cette cartographie-là pour pouvoir ressortir certains éléments. Merci beaucoup, Saada. C'est un élève qui essaie de répondre à son professeur. Ça ne c'est pas facile. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, Madame Amadi. Merci beaucoup, Dr. Amadi. Vraiment, c'est pas facile de répondre aux questions posées au professeur qui nous a formés. Docteur Omar, vous avez quelque chose à dire? Je disais en filigrane, vous remarquez, c'est un administrateur qui parle parce qu'en même temps, c'est le représentant du personnel au conseil d'administration. Ah, ça c'est intéressant. Donc, je pense que l'implication de la direction, il est bien pour répondre. Merci beaucoup, Dr. Omar Diop, pour ces éclaircissements apportés. Et merci beaucoup à Dr. Amadi pour ses réponses apportées aux questions posées par notre expert. Donc, nous allons passer aux recommandations. Donc, est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a des recommandations à donner à notre présentateur de cas concernant la biosécurité pour ce cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recommandations au niveau de la communauté? Donc, je vais commencer par notre professeur Alimatou. Si vous avez des recommandations à donner à notre présentateur de cas. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Je pense que certaines recommandations sont déjà sorties des questions de notre expert Sada, en particulier la nécessité de faire des revues de direction pour que l'autorité, justement, soit au fait des difficultés et qu'il puisse aider à aller de l'avant. Autre recommandation, c'est peut-être renforcer encore la communication, parce que comme on a dit que
c'est peut-être le personnel n'est pas très engagé. Je pense comme l'a dit, même si les gens sont formés, peut-être qu'il faut revenir encore, continuer à faire des sensibilisations, pour qu'ils comprennent qu'il y va de la santé de tous, parce que la biosécurité, c'est de ça dont il s'agit aussi, c'est s'assurer que dans l'environnement de travail, on ne met pas en danger, on ne se met pas en danger, on ne met pas en danger la vie de nos collègues, la vie d'autrui d'une façon générale, puisque ça prend également en compte la gestion des déchets. Et la dernière recommandation que je voudrais faire, c'est vraiment d'aller plus loin. Tout à l'heure, le président a parlé du comité hygiène et sécurité. Je pense qu'il faut redynamiser ce comité pour que tous les aspects liés à la sécurité dans les milieux de soins soient pris en compte. Voilà. Je ne saurais vraiment, permettez-moi d'en profiter pour remercier l'expert du jour. Monsieur Sada Diallo, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement engagé. Il parcourt tout le Sénégal pour former les uns et les autres en matière de biosécurité, en matière de qualité. Si aujourd'hui, au Sénégal, on a fait un bond qualitatif en matière de qualité et de biosécurité, on le doit à Sada Diallo. Et vraiment ça, je voulais profiter de cette session pour en faire en fait un témoignage. C'est un expert international qui est demandé partout, mais il est là, il nous accompagne. Et vraiment, voilà. En tout cas, merci à lui. Merci aussi à l'équipe de Thiès qui est vraiment en train de faire un travail remarquable. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces recommandations faites. Monsieur Wopa, est-ce que vous avez des recommandations à notre présentateur de cas pour aujourd'hui? Monsieur Wopa, Wopaba, est-ce que vous avez des recommandations? Je pense que le professeur est venu juste ramasser ce que je voulais, c'est côté sensibilisation du personnel. Même si on est formé, il faut continuer à sensibiliser le personnel. Parce que là, au moins, ça ne nous coûte pas d'argent. C'est juste des réunions de 30 minutes, 1 heure du temps, on essaye de sensibiliser. Et surtout, responsabiliser. Parce que le plus souvent, le manque de responsabilité aussi fait que certains se retirent. Ils mettent les mains dans leur ventre et puis ils disent que non, comme c'est lui qui commande ou comme c'est lui qui sait, je ne fais rien. Donc, quand tout le monde est responsabilisé, tout le monde doit s'y mettre pour améliorer la qualité et la biosécurité au laboratoire. Vraiment, merci docteur, merci à l'équipe de Thiès. Merci beaucoup, M. Wopa. Merci beaucoup pour ces recommandations. Professeur Seynaboulo, est-ce que vous avez des recommandations? M. Papi et Ishika, est-ce que vous avez des recommandations pour votre cas aujourd'hui? Alors, En fait, oui, je laisse la parole à notre maître. merci beaucoup. Alors, merci Ousseynou. Et j'en profite également pour remercier encore et encore Prof. Alima. Je pense que voilà, elle nous a offert ce cadre. Vraiment, on ne peut que faire des prières. Parce que moi, à chaque fois que j'assiste à une séance, c'est comme si voilà, c'est ma dose, hein, c'est ma dose de café. Merci également à Sada qui accompagne beaucoup. Alors, moi, la recommandation, c'est comme on a dit, hein, puisque les moyens ne suivent pas ou bien ne sont pas encore disponibles, ce qu'il faut, c'est vraiment l'engagement des responsables des laboratoires qui va essayer d'impliquer tout le personnel. Comme j'ai dit, hein, c'est une affaire de tous. Et que le personnel également comprenne que c'est... Parce que quand le labo est accrédité, mais c'est tout le monde qui se sent en tout cas distingué. Donc, la distinction n'appartient pas ni au chef du labo ni à l'hôpital, mais c'est vraiment c'est pour toute l'équipe qui a travaillé sur ça. Et puis, essayer de se rapprocher de Sada, comme on a dit, c'est quelqu'un de très disponible, ne serait-ce que pour faire tout ce qui est documentation et accompagner en attendant que, voilà, que toutes les conditions soient réunies.
tout en sachant que ça ne sera jamais parfait, hein. C'est vraiment, c'est une amélioration continue, mais l'essentiel, c'est de ne pas revenir en arrière et à chaque fois d'avoir des points en plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Seynabou. Merci beaucoup pour les recommandations données. Monsieur Papi, vous avez la parole pour des recommandations. Ah, merci beaucoup pour la parole m'accorder. En fait, moi, si j'ai posé cette question, cela était parti de l'expérience de notre laboratoire. Nous avions eu des audits, autant d'audits, mais ce qui a fait que ça ne puisse pas beaucoup plus donner les résultats escomptés, c'est parce que tout le personnel n'était pas impliqué à ce processus. Et c'est comme ça que nous avions demandé à ce que qu'on puisse maintenant projeter la formation de tout un chacun pour que chaque personnel se sente maintenant impliqué, responsabilisé, afin de pouvoir maintenant réussir à ces processus de biosécurité dans notre laboratoire. Donc, je voulais juste en quelque sorte emphasize ou matériel, comment dirais-je, insister sur la formation du personnel de laboratoire en ce qui concerne la biosécurité pour qu'ils se sentent vraiment impliqués dans ce processus. Merci. Merci beaucoup, M. Papi, merci beaucoup pour les recommandations données. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations au niveau de la communauté? Madame Ami Diaw, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? En attendant que les amis ne prennent la parole, sur le chat, il y a une recommandation de la mise en place d'un diplôme universitaire en ligne en hygiène et biosécurité. Je crois que ça, c'est une très belle recommandation de Micheline Guessant. Voilà. Je recommande de mettre en place des formations sur la biosécurité en ligne. Sada, je pense que ça, c'est un clin d'œil qui t'est fait directement. Voilà. D'accord, merci beaucoup, professeur, de gérer le chat. Merci beaucoup, vraiment. Donc, est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Sinon, on va passer la parole à notre expert qui va nous faire le résumé des recommandations qui ont été données. M. Sada, vous avez la parole pour le résumé des recommandations. Merci, docteur Hussein. Donc, je vais faire le résumé des recommandations qui ont été émises par la communauté. Donc, je vais commencer d'abord par l'engagement de la direction. Parce que c'est un point très important, que ce soit pour la qualité, que ce soit pour la sécurité. C'est un élément vraiment essentiel par rapport à la mise en place du dispositif de sécurité. Donc, le deuxième point, il y a deux recommandations que je vais inclure. Donc, c'est la sensibilisation du personnel et la formation du personnel par rapport à la biosécurité. Donc là, c'est un élément essentiel, parce qu'après l'engagement de la direction, forcément, c'est l'engagement du personnel qui passe par une sensibilisation et une formation. Donc la troisième recommandation concerne le comité d'hygiène et de sécurité, qui doit être vraiment dynamique, parce que ça fait partie vraiment de la réglementation au niveau national. Donc, il faudra tout faire pour vraiment dynamiser le comité d'hygiène et de sécurité, qui est vraiment le lieu où, normalement, tout se discute par rapport à la biosécurité et la biosécurité. Et l'avantage de ce comité, c'est que vous avez le responsable de la direction qui préside ce comité. Et la dernière recommandation, c'est vraiment la mise en place de la documentation concernant la biosécurité, avant même d'avoir les fonds pour la mise en place des politiques, des procédures concernant la biosécurité et la biosécurité. Donc, c'est les 5 recommandations majeures que j'ai eu à retenir. En plus du DU, DU de biosécurité et de biosécurité, c'est une bonne idée qui n'existe pas pour l'instant au niveau de la sous-région.
Parce que c'était ça les... Merci beaucoup, M. Sada. Merci beaucoup vraiment de nous avoir fait le résumé de ces recommandations. Donc, docteur Amadi, donc, est-ce que ces recommandations pourront être bien mises en place au niveau de votre laboratoire? Docteur Amadi? Oui, les recommandations, oui. Il y a des recommandations qui concernent le laboratoire, mais il y a d'autres recommandations qui ne concernent pas directement le laboratoire. Pour ce qui concerne le laboratoire, sur la formation, l'implication et la sensibilisation, c'est à notre portée. Nous allons travailler davantage par rapport à cela. Maintenant, pour la formation en biosécurité en ligne, le DU là, on attend ça là. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas que vous avez 2 casquettes ici. Donc, vous représentez en même temps la direction de l'hôpital. Ah non, je représente le laboratoire. Non, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Nous vous remercions vraiment de nous avoir partagé votre cas aujourd'hui. Donc, on va passer à notre expert du jour, qui est M. Sade Diallo, qui est un ingénieur qualité et biomédical en même temps. Il est aussi un auditeur ISO 1589 et aussi expert connu national comme international, comme l'a si bien dit professeur Alimatou, certifié IFBA pour biosécurité et biosécurité, dont certains le connaissent déjà au niveau de la sous-région. Donc, on va passer la parole à notre expert du jour, et M. Diallo, qui va nous faire sa présentation pour ce cas qui concerne le domaine de la biosécurité. Donc, M. Diallo, vous avez la parole. Merci, Dr. Hussein. Donc, nous allons voir en quelques diapositives un résumé vraiment de comment nous devons suivre les installations en biosécurité au niveau des labos médicaux. Labos médicaux, c'est tous les labos de biologie médicale, mais aussi au niveau des banques de sang, et aussi au niveau des labos d'anapathie. Donc, l'objectif de la session, c'est nous allons revenir par rapport au plan de la session sur les objectifs de la session, sur les normes associées, parce qu'il y a plusieurs normes maintenant pour gérer la biosécurité et la biosécurité au niveau du laboratoire. Nous allons revenir sur le programme de sécurité, qui est vraiment un cadre pour mieux mettre en place le dispositif de biosécurité. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons revenir sur les rôles et les responsabilités. Parce que normalement, ça a été défini au niveau de la norme, mais la mise en place au niveau des laboratoires pose problème. Donc, nous allons revenir enfin sur les dispositifs de sécurité et leur suivi. C'est ça vraiment qui est l'objectif de cette présentation. Continuer sur l'inspection et l'audit en biosécurité, parce que c'est différent, deux termes qu'il faudra dissocier. Et enfin, nous allons conclure. Donc, l'objectif vraiment de la session, c'est de comprendre les principales exigences concernant le dispositif de sécurité au niveau des labos médicaux. De comprendre les rôles et les responsabilités. Nous en avons parlé. C'est quoi la responsabilité de la direction? C'est quoi les responsabilités des cadres scientifiques? C'est quoi la responsabilité du préposé à la sécurité, mais aussi de l'ensemble du personnel? Nous allons ensuite identifier les dispositifs de sécurité qui sont obligatoires au niveau du laboratoire. Nous allons revenir et distinguer et scinder vraiment ces termes, inspection en sécurité et audit en sécurité. Donc, nous allons revenir sur ces deux thèmes. Et enfin, nous allons voir comment effectuer le suivi des dispositifs de sécurité. Donc, pour revenir aux définitions, donc, de manière simple, la sécurité, c'est l'absence de danger. Donc, c'est un état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille, rassurée, en confiance et à l'abri du danger et du risque. Donc, nous parlons tout le temps de risque. Le risque, c'est tout simplement la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un préjudice par rapport à la gravité de ce préjudice. Donc, le risque, c'est un événement incertain qui peut se produire dans le futur, d'où l'importance de les évaluer.
Donc, le risque peut empêcher ou retarder la réalisation de politiques, d'objectifs ou des buts d'une organisation. C'est pour ça que maintenant, l'évaluation des risques ne se limite pas à la biosécurité, mais se limite à tout ce qui est management. Donc, toujours par rapport aux définitions, nous allons voir tout ce qui est dommage. Dommage, là, c'est plutôt par rapport à la biosécurité. Donc, dommage, c'est toute blessure ou atteinte à la santé des personnes, aux attentes, aux biens et à l'environnement. Danger, nous allons en parler. C'est une source potentielle de préjudice. Qui parle de risque parle vraiment de probabilité, mais aussi d'événements malheureux. Donc là, c'est vraiment ces définitions qu'il faudra retenir pour mieux cerner ce problématique. Donc, par rapport aux exigences, là, c'est vraiment des normes qu'il faudra connaître. En général, quand on parle de biosécurité au laboratoire, on se focalise sur la norme 1590 version 2020, qui a comme titre exigence par rapport à la sécurité au niveau des laboratoires médicaux. Mais il y a d'autres normes qu'il faudra maîtriser. Vous avez la norme ISO 35001 qui gère les biorisques. Vous avez la norme 31010 qui gère comment nous devons apprécier le risque. Nous avons la norme 22367 qui se focalise sur l'évaluation des risques au niveau des labos de biologie médicale. Donc, c'est l'évaluation de tous les risques au niveau d'un laboratoire de biologie médicale, aussi bien les risques liés à la biosécurité, mais aussi les risques liés aux activités du domaine médical. Et enfin, nous avons notre norme de métier, l'ISO 1589 version 2022, qui gère un peu les exigences par rapport aux labos médicaux. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment l'ISO 1590 version 2020 qui concerne vraiment les exigences concernant la sécurité au niveau des labos de biologie médicale. Donc, nous n'allons pas revenir sur tous les chapitres, mais nous allons vraiment nous focaliser sur les chapitres qui vous intéressent, qui sont en vert. Donc, nous allons revenir sur la conception de la sécurité. Parce que pour mettre en place un laboratoire, il y a des dispositifs qu'il faut mettre dès le départ. C'est comme les douches de sécurité, c'est comme les issues de secours. Donc, au niveau de ce chapitre, vous avez l'ensemble des exigences concernant cet aspect. Vous avez le programme de gestion de la sécurité. Donc, c'est un élément essentiel pour vraiment gérer la biosécurité, la formation, la revue des dispositifs de biosécurité. Vous avez au niveau du chapitre 8 tout ce qui est dangers chimiques. Au niveau du chapitre 9, les dangers physiques. Donc, au niveau de cette norme, vous avez 18 chapitres, mais nous allons vraiment nous retenir les principaux chapitres qui nous intéressent par rapport à notre session de diapo. Vous avez aussi 3 autres chapitres qu'il faudra vraiment assimiler. C'est la préparation aux réponses et aux situations d'urgence. C'est pour ça qu'il faudra mettre en place tout ce qui est dispositif par rapport à la sécurité incendie, par rapport au déversement, par rapport au risque de piqûre, etc., par rapport aux AS. Il y a la sécurité incendie, il y a aussi enfin la sécurité liée aux équipements. Donc, comme vous la voyez, c'est une norme qui est vraiment très fournie, hein, parce que vous avez 19 chapitres. Donc, mais nous allons juste nous focaliser sur les 7 chapitres que j'ai mis en vert. Donc, par rapport à la norme, vous avez un chapitre là, le chapitre 5, qui est consacré au programme de sécurité. Et là, au niveau des généralités, on nous dit que la norme nous dit que au niveau du labo, on doit mettre au niveau du programme
ces éléments. Ces éléments sont obligatoires. Comment vous devez gérer les risques par rapport à la biosécurité et à la biossûreté? Comment vous devez gérer les risques chimiques et physiques? Comment vous êtes préparé par rapport aux situations d'urgence? Comment le labo a mis en place des dispositifs par rapport à la sécurité incendie, à la sécurité des équipements, à la gestion des EPI, mais aussi par rapport à tout ce qui est dispositif par rapport à l'ergonomie au niveau du laboratoire. Il y a d'autres éléments que nous devons retrouver au niveau du programme de sécurité, comme le transport d'échantillons, les pratiques d'entretien ménager, mais aussi l'éducation et la formation par rapport à la sécurité. Donc, vous voyez que par rapport à notre thème, les 4 premiers points nous intéressent fortement. Maintenant, par rapport au rôle et responsabilités, nous en avons beaucoup parlé lors de nos débats. Ce qu'il faut retenir en premier, c'est que la direction du laboratoire est responsable en premier de la sécurité des employés, des patients et même des étudiants. Donc, la responsabilité ultime de la sécurité, c'est vraiment le directeur du laboratoire. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour qu'ils soient engagés. Parce qu'il y a des dommages, c'est eux qui seront vraiment responsables. Mais ce n'est pas uniquement la direction, parce que la direction peut aussi désigner des personnes qu'on appelle responsables scientifiques. Dans d'autres labos, on peut parler de responsables de paillasse, de responsables d'unité, etc. Donc, ces responsables aussi ont pour rôle de planifier et de coordonner les activités de travail, de s'assurer de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques, de s'assurer que tous les travaux sont menés conformément aux politiques et aux objectifs qu'ils ont mis en place, mais aussi de s'assurer que les autorisations requises pour le travail sont mises en place. Les autorisations, c'est les habilitations. C'est très important. Avant de même d'intégrer un labo, avant même de manipuler, il faudra donner l'autorisation aux personnes, que ce soit un stagiaire ou un recruteur. D'où l'importance vraiment de mettre en place ce processus-là d'habilitation du personnel par rapport aux mesures de biosécurité et de biosécurité. Il y a aussi le troisième élément, donc, qui est vraiment très important, c'est le responsable de biosécurité, qui est une personne qui doit être vraiment qualifiée, expérimentée et désignée. Désignée, ça veut dire que c'est une personne qui devra être nommée avec ou sans plus-value financière. Donc, cette personne doit veiller à l'élaboration et au maintien du programme efficace de sécurité en laboratoire, qui comprend la gestion des risques, l'orientation et la formation, l'audit et l'évaluation, mais aussi les programmes visant à promouvoir les pratiques de laboratoire. Donc, une fois que les responsabilités ont été définies, nous allons voir les dispositifs de sécurité qui sont obligatoires au niveau du laboratoire. Donc, nous allons commencer par la bouche d'urgence, qui n'existe pas dans beaucoup de labos parce que ce n'était pas prévu depuis la conception. Donc, la douche d'urgence a pour rôle de décontaminer une personne en cas d'un déversement important qui peut être d'origine biologique ou chimique. Ces douches doivent être positionnées près des zones de manipulation. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que ces douches doivent être vérifiées au minimum une fois par an. Donc là, c'est une exigence de la norme 590. Vous avez d'autres éléments qu'on appelle type de déversement. Donc, c'est vraiment un dispositif qui doit être obligatoire pour décontaminer un milieu lors de déversements qui peuvent être d'origine biologique ou chimique. Donc, ces kits aussi doivent être disposés dans les zones où il y a un risque de déversement. Donc, la mise en place de ces kits, c'est suite à l'évaluation des risques.
Et ces équipes doivent avoir au minimum ces 4 éléments. Donc, c'est un support absorbant, des rouleaux de délimitation, des gants en caoutchouc et des sacs poubelles. Donc, vous avez aussi comme dispositif de sécurité ce qu'on appelle rince-œil. Il y en a plusieurs. Hein. Vous avez des rince-œil sous forme de fontaine. Vous avez des rince-œil qui peuvent être mis au niveau des tableaux comme tableau mural. Vous avez des rince-œil filtriers, mais aussi vous pouvez avoir des rince-œil portatifs. Cependant, ce qu'il faut retenir, mis à part les rince-œil sous forme de fontaine, les autres rince-œil ont des dates de péremption. Donc, c'est aux responsables de biosécurité lors des inspections de vérifier la fonctionnalité et les péremptions par rapport à ces kits-là. D'autres dispositifs, je pense que le docteur en a parlé, c'est les trousses de premier secours. Ces trousses-là doivent être vraiment disponibles au niveau du laboratoire et mis au niveau des zones où le risque est accru par rapport aux AS. Cependant, il faudra vraiment suivre le contenu parce que c'est des consommables. Donc, il faudra avoir un formulaire ou un tableau de suivi de ces trousses parce que c'est des consommables qui peuvent être utilisés. Donc, vraiment, il faudra veiller à la disponibilité de ces différents constituants et à leur correction. Donc, il faudra mettre en place des fiches de suivi ou des fiches de stock qui concernent vraiment ces trousses de premier secours. Autre équipement, là aussi, je pense que le docteur Amadi en a parlé, ça concerne la sécurité incendie. Donc, comme moyen, il faut vraiment mettre en place des détecteurs de fumée. Donc, ces détecteurs doivent être disposés par rapport à l'évaluation des risques. Donc, là où vous voyez qu'il y a un risque majeur, comme les armoires électriques, là où vous disposez ou stocker des hydrocarbures, il faudra vraiment mettre en place ces détecteurs. Donc, ces détecteurs peuvent être autonomes avec batterie ou liés à un circuit électrique. Mais si c'est lié à un circuit électrique, ce circuit devra être indépendant. Donc, ce circuit devra être indépendant par rapport au circuit global du bâtiment. Mais c'est des équipements qui doivent être suivis. Et même, il doit y avoir une maintenance parce que pour Thiès, ils disent que ça sonne tout le temps parce qu'il y a eu beaucoup de poussière. Nous sommes en Afrique et s'il y a beaucoup de poussière, les détecteurs se déclenchent. Donc, il faudra vraiment mettre en place non seulement une maintenance en appelant les gens de maintenance pour dépoussiérer régulièrement. Mais il faudra aussi vérifier la fonctionnalité. Là aussi, il y a les voyants lumineux qui vous renseignent, qui s'allument toutes les minutes, qui vous renseignent sur la fonctionnalité de ces équipements. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des bombes tests tous les mois, parce que c'est essentiel. Parce que presque 90% des laboratoires utilisent des détecteurs avec batterie. Comme c'est la batterie au fil du temps peut s'épuiser, donc il faudra faire une évaluation de la fonctionnalité, soit avec les voyants lumineux ou avec des bombes. Toujours par rapport au dispositif de sécurité concernant la sécurité incendie, là aussi c'est un élément très important, des fois qui existe qui est disponible au niveau des labos. Cependant aussi, le fait d'avoir des extincteurs peut ne pas suffire parce que ces extincteurs doivent être vérifiés au minimum une fois par an. Ce qui n'est pas le cas dans nos structures. La périodicité, il faut vraiment veiller à ça.
la périodicité de révision des extincteurs, c'est une fois par an. Et il faudra aussi mettre en place les extincteurs, le type d'extincteur ou les classes d'extincteurs par rapport au risque. Parce que vous avez des extincteurs de classe A, de classe B, de classe C, mais aussi des extincteurs dédiés au feu électrique. Donc, pour chaque extincteur, il faudra le disposer par rapport au risque auquel vous serez confronté. Donc, nous allons voir le dernier dispositif qui est vraiment essentiel, c'est les enseignes de sécurité microbiologique. Là, j'ai mis un tableau parce que par rapport aux classes 2, nous avons plusieurs types. Nous avons des PSM de type A1, A2, B1 et B2. Maintenant, pourquoi il y a plusieurs types, tout dépend du pourcentage de l'air qui est évacué et du pourcentage de l'air qui est recyclé. Maintenant, si vous manipulez des produits chimiques volatiles toxiques, et il est recommandé vraiment d'avoir des PSM de type T2 où 100% de l'air est évacué hors du PSM après une filtration. Donc, comment marchent les PSM? Donc, comme nous le voyons au niveau de l'image. Donc là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que les PSM protègent la personne, l'environnement, mais aussi le produit qui est manipulé à travers une ventilation. Et l'air qui sort des PSM est filtré à travers les filtres EPA que vous voyez en vert. Cependant, ces équipements doivent être aussi certifiés quand, lors de l'installation, après le déplacement ou tous les ans. Donc, il faudra penser à la certification des PSM. Donc, et lors de la certification, il y a tous ces tests qui sont effectués par le métrologue. Vous avez l'intégralité de l'enceinte, les tests de fuite des filtres EPA, les flux entrants de vélocité, la pression négative, les tests de flux grâce à un test de fumée, le test des alarmes et le flux et l'intensité lumineuse. Donc, je pense que c'est quelques éléments dispositifs qu'on a eu à voir par rapport à la périodicité, par rapport au suivi. Maintenant, il y a un point essentiel, c'est vraiment la différence entre l'inspection en sécurité et l'audit en biosécurité. Donc, l'inspection en biosécurité est effectuée soit par le responsable sécurité RS ou par le comité de sécurité ou comité d'hygiène de sécurité. Ils doivent inspecter les espaces de travail au moins une fois par an. Et ces inspections doivent permettre de revoir les dispositifs de sécurité par rapport à tout ce qui est sécurité incendie. Est-ce que ces dispositifs sont prêts? Est-ce que ces dispositifs marchent? De revoir le matériel nécessaire pour les déversements, donc les kits de déversement. De voir si le matériel inflammable et combustible sont correctement confinés. Mais aussi de voir est-ce que les processus appropriés sont mis en place pour la décontamination et l'élimination des déchets. Donc, le comité d'hygiène et sécurité est le responsable d'hygiène, le responsable de sécurité et le comité d'hygiène et de sécurité ont pour rôle de faire les inspections en biosécurité. Donc, c'est vraiment les membres, les acteurs clés. C'est le responsable de sécurité, mais aussi le comité d'hygiène et de sécurité. Contrairement au processus concernant l'audit en biosécurité, là, c'est un processus qui doit être audité comme les autres processus, mais pas par le responsable de biosécurité parce qu'il y aura un conflit d'intérêt ou par les membres du comité d'hygiène et de sécurité. Donc, c'est un peu ça la différence. L'inspection, c'est le responsable de biosécurité ou les membres du comité d'hygiène et de sécurité. Maintenant, l'audit en biosécurité, ça fait partie du programme d'audit du laboratoire, mais ça doit être mené par des personnes en dehors du responsable de sécurité, des membres
du comité d'hygiène et de sécurité. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces rapports doivent être traités par la direction du laboratoire et des actions correctives doivent être menées. Parce qu'on en parlait tout à l'heure de la revue de direction. Après une revue de direction, il faut forcément mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action qui doit être suivi. Parce que ça ne sert à rien de faire une revue de direction si après, il n'y a pas un plan d'action qui est mis en place et suivi. Donc, nous allons conclure pour dire que la disposition et le suivi des équipements de sécurité sont essentiels pour la sécurité du laboratoire, du personnel, mais aussi pour les visiteurs. La direction, les responsables scientifiques, les responsables de sécurité et l'ensemble du personnel, parce que tout le monde est concerné, ont chacun un rôle à jouer pour le respect des exigences en sécurité et en sécurité. Donc, je ferai finir sans remercier la communauté, tout ce qui est l'organisateur de ECHO, en passant par le professeur Alimatou qui nous a donné ce cadre-là d'échange. Remercier le facilitateur, c'est nous, le présentateur de cas, Dr Amadi, mais aussi le responsable du labo régional de Thiès. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'expert. Merci beaucoup pour votre présentation, vraiment, qui est riche en enseignements. Donc, on va ouvrir la parole au niveau de la communauté s'ils ont des questions à poser à notre expert du jour. Je vois que vous êtes trop apprécié la présentation. Donc, la parole est à la communauté. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre expert national du jour? Il y a Oumar Keïta. Oumar Keïta, vous avez la parole. Oumar Keïta. Votre micro est fermé, Oumar. Ok, merci, docteur. Merci, cher professeur et présentateur. Vraiment, pour la qualité de la présentation. Ce qu'il a dit, c'est vrai, la biosécurité, surtout en laboratoire, et l'implantation d'un laboratoire, c'est la vie pour ça. Maintenant, moi, j'ai une seule question. Par exemple, par rapport à l'implantation d'un laboratoire, quels sont, parce que les pays, ça diffère, hein, je voudrais demander pour le Sénégal, je crois, c'est là-bas, quelles sont les connaissances acquises pour que tu sois un responsable d'un laboratoire au Sénégal là-bas? C'est-à-dire quel est le niveau de formation qui est acquis pour que tu sois responsable pour un laboratoire implanté? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Oumar Keïta. Merci beaucoup pour la question posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à notre expert du jour? Professeur Alimatou, prof, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Ousseynou, pour la parole. Merci aussi à notre expert. Hein. Je crois qu'il a encore fait la preuve une fois de plus de son grand savoir en matière de biosécurité. On apprend toujours avec lui. Sada, je voulais savoir, est-ce que dans la liste des éléments qui sont essentiels pour un laboratoire, vous avez parlé du rince-œil, vous avez parlé de la douche d'urgence. Je me posais des kits de déversement. Qu'en est-il des armoires pour produits chimiques? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce qu'il y a des labos qui... Voilà. Je voudrais bien savoir ce qu'il en est par rapport à l'armoire à produits chimiques. Parce que par rapport à la biosécurité, je sais qu'on insiste beaucoup sur de tenir à jour les produits chimiques.
Donc, qu'en est-il de l'armoire à produits chimiques? Merci. Merci beaucoup, professeur, pour la question posée. Monsieur Wopa, vous avez levé la main. Oui, oui, justement, je voulais demander, j'ai vu qu'il est responsable qualité, qu'il est responsable de sécurité biologique aussi, sûrement dans un laboratoire. Je voulais savoir, puisque la norme ISOLA 1589 nous parle du responsable de sécurité biologique, est-ce que dans leur laboratoire, ils ont un manuel de sécurité biologique? Est-ce que ce manuel est appliqué? Parce qu'on a vu au niveau des normes ici, dans la dernière chose, à l'étape supérieure, on a vu la 1589 et la 1590, dont il a vraiment passé en revue. Bravo. Mais je voudrais savoir dans leur laboratoire. Il a parlé de responsable sécurité biologique chez le bras armé même de la direction en matière de sécurité biologique dans un laboratoire de biologie médicale. Est-ce qu'ils ont un manuel de sécurité biologique? Est-ce que c'est appliqué, suivi par tout le monde? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Wopa. Merci beaucoup de votre intervention. Vraiment, vous donnez importance aux sessions écho que nous faisons depuis le début. M. Sidi Sen, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bon, moi, je voulais juste poser une question pour l'élimination des déchets. Par exemple, les déchets d'acier, d'Aomé, comme ça. Je n'ai pas entendu parler. Et, s'il y a aussi des incinérateurs ou comme ça. Merci. Merci beaucoup, M. Sidi. Merci beaucoup pour la question posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la communauté? Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez poser à notre expert du jour? On va se profiter de son expérience pour cette session écho. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va lui donner la parole pour apporter des réponses aux questions qui lui ont posées. C'est Diallo, vous avez la parole. Merci, merci, docteur. Donc, je pense qu'il y a eu 4 questions qui m'ont été posées. Donc, la première, je vais peut-être réorienter la question à professeur Alimatou. C'est pour les responsables de ce laboratoire. Donc, au niveau ici au Sénégal, pour être responsable de laboratoire, il faut être biologiste. Ça, c'est la règle. Il faut savoir qu'aussi dans des régions éloignées où il n'y a pas de biologistes, il y a des ingénieurs ou des techniciens qui peuvent être responsables de laboratoire. Mais au niveau des textes, il faut être vraiment pharmacien biologiste. Peut-être le professeur Alimatou va y revenir. Ou médecin biologiste, pharmacien biologiste, ou médecin biologiste qui a un DS en biologie. Par rapport à la question de professeur Alimatou, c'est par rapport à l'armoire concernant les produits chimiques. J'en ai pas parlé parce que ce type d'armoire ne nécessite pas un suivi. Donc, je suis juste revenu sur les équipements où il fallait mettre en place pour établir un suivi. C'est pourquoi j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé aussi des votes chimiques qui sont nécessaires par rapport aux équipements de sécurité. C'est juste ça. Mais forcément, ça fait partie des équipements, des EPC, qu'il faudra avoir au niveau du laboratoire. Mais aussi, tout va dépendre des produits que vous devez manipuler ou des produits que vous devez stocker. Mais c'est bien, ça fait bien partie des équipements, mais cependant, il n'y a pas une obligation de suivi par rapport à ces armoires à ces armoires pour produits chimiques. Par rapport à la question de M. Wakoba, donc, pour sa question, c'était est-ce que le labo dispose d'un manuel de sécurité biologique? Oui, nous sommes, je pense, à la quelle version? 9e ou 10e version. Ce manuel existe parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce manuel-là fait partie des exigences de la norme ISO 1589. Pour 1589, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez appliquer les exigences de la norme 1590,
le manuel de sécurité est obligatoire et vous devez réviser ce manuel tous les ans. Donc, je pense qu'au niveau du labo, nous sommes à la 9e version, 9e version du manuel de sécurité. Donc, la 4e question, c'est M. Sidicel. Donc, lui, sa question, c'est par rapport à concerner l'élimination des déchets. Nous n'en avons pas parlé parce que ça ne faisait pas partie du thème de la session. Je pense qu'il y avait eu ce thème-là il y a 2 ou 3 mois avec comme expert Yacine Sen. Peut-être voir avec les organisateurs s'il y a une possibilité d'organiser encore une session par rapport à la gestion des déchets. Je pense que c'est ces 4 questions qui m'ont été posées par la communauté. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci beaucoup à notre expert pour des questions, des réponses apportées aux questions posées. Il y a une question qui a été renvoyée au professeur Alimatou, c'est pour le responsable d'un laboratoire de biologie médicale au Sénégal. Prof, vous avez la parole pour apporter des réponses. Je n'ai pas suivi la question. Il a posé. Donc, la question, c'était quels sont les exigences pour être responsable de laboratoire au Sénégal? Voilà. Alors, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Saada. Alors, au Sénégal, c'est un peu comme la biosécurité. Il faut être normalement médecin biologiste ou pharmacien biologiste. Mais quand on est dans des endroits comme les centres de santé, on peut avoir un technicien supérieur qui peut être responsable du laboratoire. Mais de plus en plus, on a des ingénieurs qui sont formés, des ingénieurs, je crois on les appelle biologiques. Peut-être ça pourra me donner le bon terme. Donc, en tout cas, on a encore d'ingénieurs en biologie qui existent et qui peuvent se retrouver peut-être dans ces structures-là. Mais pour le moment, de ce que je sais, il faut vraiment être médecin ou pharmacien biologiste pour être responsable de laboratoire. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas en avoir partout. Mais si, par exemple, c'est un technicien qui était là, dès que le biologiste arrive, de fait, c'est lui qui doit être le responsable. En tout cas, c'est ce que dit la norme ou les textes ici au Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour ces éclaircissements apportés. Donc, nous arrivons à terme de notre session ECHO d'aujourd'hui qui a parlé sur la biosécurité avec comme présentateur de cas le docteur Amadissi, que nous remercions vraiment de nous avoir fait part du cas de cette biosécurité au niveau du laboratoire régional de Thiès. Nous remercions aussi l'équipe du laboratoire régional de Thiès avec comme dirigeant le docteur Omar Diop aussi. Nous vous remercions vraiment pour l'engagement que vous avez au niveau du laboratoire. Encore merci beaucoup à toute l'équipe du laboratoire de la région de Thiès, laboratoire régional de Thiès. Aussi, nous remercions notre expert du jour, qui est un expert des experts, M. Diallo. Ça a vraiment à tout dit sur M. Sada. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté d'être notre expert du jour et de nous donner des enseignements tout à l'heure sur votre présentation, qui est très riche vraiment. Donc, nous vous remercions d'être là avec nous et aussi nous remercions toute la communauté d'avoir participé à cette session ECHO d'1h30 que nous tous, on a bénéficié d'enseignements à notre expert. Donc, nous vous demandons aussi de nous soumettre des cas à votre niveau pour d'autres sessions ECHO à venir. Merci à tout le monde et merci beaucoup pour cette session. Donc, envoyez les cas. Merci beaucoup.